Ce colloque aujourd'hui est financé en partie grâce à un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc c'est dans une perspective éducative que nous allons parler porno aujourd'hui. Il n'est pas question ici de se poser la question de pourquoi la pornographie existe, de poser un jugement moral ou sur les conditions légales de la pornographie, mais plutôt dans une perspective éducative. Nous sommes tous, je pense, des personnes qui travaillons dans l'éducation, dans l'encadrement des jeunes. Et notre souci, c'est de se dire comment on fait pour parler des enjeux que la pornographie soulève avec nos jeunes et comment répondre à leurs questions, en particulier dans cette ère du digital. Avec nous ce matin, nous aurons 6 interventions. On a déjà 3 personnes qui vont intervenir à cette première table ronde qui commence dans 3 minutes. Nous aurons une autre table ronde qui commencera à 10h55 avec une petite pause, une très brève pause de 10h45 à 10h55. Et puis le colloque se terminera à midi 15. Toute cette matinée se déroule sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre et partager le lien. C'est en libre accès. Par contre, les ateliers de cet après-midi étaient en place limitée sur Zoom. Donc, malheureusement, il est trop tard pour s'inscrire. Les ateliers sont complets. Merci à toutes les personnes qui ont montré leur intérêt à ce sujet. Et sans plus attendre, je vous présente les 3 personnes qui vont intervenir ce matin. Donc, qui auront chacune une petite intervention d'1 quart d'heure. Et nous ferons ensuite une table ronde à 10h20. N'hésitez pas à déjà poser vos questions sur Twitch qui nous seront remontées. Nous avons Ludivine Demolle, qui est une chercheuse doctorante française qui travaille sur l'accès aux informations à la vie sexuelle et vie affective des adolescents dans leur construction identitaire. Ensuite, nous aurons Arnaud Zarbeau, qui est psychologue et psychothérapeute au centre Nadia à Liège, en Belgique, et qui est responsable du pôle prévention, notamment spécialiste des usages d'Internet et des jeux vidéo. Et la 3e personne pour la table ronde du matin est Aritz Sanchez, qui est militant, escorte, acteur porno et membre actif du collectif UTSOPI, l'Union des travailleuses et travailleurs du sexe pour l'indépendance. Merci à tous et toutes d'être là. Ludivine, on va se tutoyer cette matinée, donc je te passe la parole. Bonjour Ludivine. Bonjour Laetitia et merci pour l'invitation. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler principalement, je vais vous transmettre quelques outils un peu pour penser la pornographie et qu'est-ce que la pornographie. J'ai un petit disclaimer à faire. Mon exposé va être très cis-centré, hétérocentré, tout simplement parce qu'il est le reflet des discours dominants et aussi le reflet des études scientifiques pour l'instant qu'il y a sur le sujet. Tous les mots n'étaient pas dans l'ordre, mais ça devrait le faire. Alors, je vais disparaître pour mettre mon écran à la place, ma petite présentation. Hop là. Alors, définir la pornographie, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, il y a une définition assez consensuelle, entre guillemets, qui est ce serait une représentation explicite de la sexualité adulte. Donc, j'ai mis des petites références parce que c'est plusieurs chercheurs, chercheuses dont c'est la définition. Désolée, il me faut toujours 2-3 minutes un peu pour que ce soit un peu plus fluide. Alors, généralement, on parle de la pornographie, mais il existe plusieurs pornographies avec un S parce que nous avons plusieurs supports, plusieurs genres, plusieurs orientations sexuelles, plusieurs pratiques. Bref, c'est un ensemble hétérogène et non pas quelque chose d'assez lisse et d'assez unique et similaire, comme on pourrait l'entendre par exemple dans les médias, qui, eux, vont parler généralement de vidéos avec des pratiques hétérosexuelles et dont l'accès est gratuit. Ce qui invisibilise toute une partie de la production pornographique, comme la pornographie gay, par exemple, et tout plein d'autres genres qui ne mettent pas forcément en image des pratiques hétérosexuelles avec des personnes cis, pas forcément de la pénétration, pas forcément gratuit, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus large que seulement la pornographie dont on parle généralement dans les médias. Cette définition, elle a évidemment des limites qui sont les illustrations scientifiques et les œuvres d'art. Donc attention, vous allez voir des vulves.
Donc, vous pouvez voir L'origine du monde de Gustave Courbet, qui représente donc une vulve en grandeur nature, qui à son époque a fait grand bruit. Donc, c'était une commande pour un cabinet de curiosité, enfin un cabinet un peu secret d'un émissaire turc. Et c'était considéré un peu comme pornographique à l'époque. Et vous voyez également une vulve que j'ai, donc c'est un dessin de vulve qui est tiré d'un cours de médecine que j'ai trouvé en ligne. Et voilà, ces deux-là ne sont pas considérés comme pornographiques. Alors, je vous demande, donc pourquoi ces limites la première, c'est que la pornographie ne peut pas être de la science ou de la production de savoir. Raison pour laquelle, par exemple, vous pouvez trouver sur YouTube une vidéo d'un coït sous IRM. Donc une vidéo d'un IRM où deux personnes, un homme et une femme, ont des relations hétéropénétratives où on voit clairement le pénis entrer dans la femme. Mais bon, c'est en noir et blanc, c'est pour la science, ça n'a pas vocation à exciter, donc ce n'est pas considéré comme de la pornographie. Et ensuite, on a tendance... La pornographie n'est pas considérée comme un art. C'est évidemment sujet à discussion, mais c'est comme ça qu'on va la présenter. Donc, il y a un exemple pour moi qui est assez... donc, par exemple, je vous parlais de l'origine du monde que vous pouvez voir dans un musée et où personne n'est choqué. Bon, il y a toute une histoire. Hein. Au début, ils avaient quand même un petit peu peur au musée du Quai d'Orsay, que des personnes veuillent vandaliser l'œuvre. Donc, il y a eu quelqu'un qui a été chargé de surveiller l'œuvre et les visiteurs en 1997, quand le musée a acquis le tableau. Aujourd'hui, on passe devant sans se demander si c'est pornographique ou pas. C'est clairement rentré dans le concept d'art légitime. Et pour moi, un exemple qui est aussi assez parlant, c'est le film Love de Gaspard Noé. Si vous prenez, pour rappel, dans ce film, il y a des actes sexuels non simulés. Et il y a eu tout un discours, qu'est-ce qu'on lui accorde comme visa avec limitation de public. Donc au début, c'était interdit aux moins de 16 ans. Certaines assos ont demandé interdit aux moins de 18 avec une classification X, ce qui pose des problèmes d'un côté financier pour Gaspard Noé, c'est pas du tout arrangeant. Finalement, c'était interdit moins de 18, mais pas classé X. Et quand on prend les critiques médiatiques de ce film, on a deux choses on a deux grands... thèmes, de grands axes, qui sont d'un côté, oh, c'est pornographique, c'est avec quelque chose d'assez péjoratif. Voilà, c'est pornographique dans le sens péjoratif et moralement répréhensible ou obscène. Et de l'autre, oh, ce n'est pas pornographique, c'est de l'art, c'est fantastique. Donc voilà, tout ça pour vous montrer l'illustration de la pornographie ne pourrait pas être artistique et l'art n'est pas pornographique. Tout simplement parce que la pornographie n'est pas considérée comme un art légitime. Et à partir du moment où une production culturelle est considérée comme un art légitime, elle échappe à la définition de pornographie. Alors, si on veut aller un peu plus loin, il y a vraiment cette notion d'art légitime. Donc, si on prend par exemple le Code pénal de l'État de New York, qui définit la pornographie comme étant un matériel ou performance obscène si il est considéré dans son ensemble dépourvu de vraies qualités littéraires, artistiques, politiques ou scientifiques. Donc on revient sur cette idée de art, science, qualité littéraire, etc., etc. Ce qui est art légitime ne peut pas être pornographique et ce qui serait pornographique n'est pas artistique. Je passe un peu. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur les discours médiatiques. Il y a trois mécanismes assez spécifiques de la façon dont on parle de la pornographie, qui sont les paniques morales. Ça vient toucher trois paniques morales. La panique morale, c'est quoi? Donc, c'est un concept introduit par un sociologue qui s'appelle Stanley Cohen. Donc, je vous lis ce qu'il dit à propos des paniques morales. C'est une circonstance, un incident, une personne ou un groupe de personnes qui est brusquement défini comme une menace pour la société, ses valeurs et ses intérêts, il ou elle est décrit de façon stylisée et stéréotypée par les médias. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver à propos de l'adolescence, c'est-à-dire que c'est une période comme vue à risque, mais entre contrôle et transmission.
on parle toujours et très souvent des jeunes comme ces êtres à protéger et en même temps qui pourraient très vite devenir délinquants, pervers et tout, beaucoup de considérations morales péjoratives. Une autre panique morale, c'est autour de la technologie, Internet et les écrans. On pense que ça aura un effet direct et immédiat sur les personnes qui les utilisent. Donc, petit contexte historique, on a eu le même problème avec la radio. D'ailleurs, beaucoup de recherches ont été faites dessus pour savoir si la radio avait des influences directes et immédiates sur les consommateurs et utilisateurs, utilisatrices. Pareil pour la photo et pareil pour l'imprimerie. Quand l'imprimerie est apparue, on s'est dit « Oh mon Dieu, encore une technologie d'accès et de diffusion à large accès. On a très peur que les gens puissent lire la Bible. » Voilà, mon objectif, c'est juste de remettre dans le contexte ces paniques morales qui reviennent à chaque fois qu'une nouvelle technologie de diffusion apparaît. Et ensuite, il existe également une panique morale autour de la sexualité en général et plus précisément la pornographie et la représentation sexuelle de la sexualité. Donc ces trois paniques morales en fait vont construire un discours sur la pornographie et l'influence qu'elle pourrait avoir sur les jeunes. Alors, j'espère que vous admirez et apprécierez mes compétences magnifiques sur Paint. Donc à gauche, vous pouvez voir, j'ai essayé de représenter un peu comment les médias voient la pornographie. Donc vous voyez quelque chose de très très lisse, très très homogène, qui serait partout pareil. Donc généralement, pornographie, hétérociscentrée, avec des patterns très sexistes et gratuits et largement accessibles, qui serait complètement hermétique aux influences externes, que ces influences soient sociales, artistiques, juridiques, et qui en revanche déverserait violence et sexisme dans la société. La vision académique, donc la vision que j'emprunte et qu'on peut retrouver par exemple dans les porn studies, qui est donc une discipline académique qui s'intéresse à la pornographie. Donc c'est quelque chose de protéiforme, de non homogène, très hétérogène et qui regroupe en fait tout un tas de pornographies. Donc la pornographie gay aussi, mais donc on entend aussi parler du BDSM, mais on a aussi du soft porn, on peut parler aussi un peu de l'érotisme par exemple si vous voulez. Bref, différents supports, différentes formes, différentes représentations. Et qui, pour le coup, est imbriquée et dépendante du système dans lequel elle est produite. Ce qui fait qu'elle est donc traversée par des influences historiques, sociales, artistiques. Pour vous reprendre un autre exemple, les personnes qui font du porno et qui produisent du porno sont des personnes qui vivent dans notre société, qui vont acheter du pain au bout de la rue aussi. Ces productions culturelles peuvent être réinterprétées et rescriptées par son public. Les spectateurs et spectatrices sont actifs et actives de la même façon que face à une autre production culturelle. Ludivine, avec la bannière qu'on a Parlons Porno, on ne voit pas très bien ce qui est écrit en bas à gauche de la vision médiatique, en dessous des flèches. Alors c'est violence et sexisme, c'est ce qui serait donc déversé dans la société. Et de l'autre côté, il n'y a pas. C'est juste des flèches qui traversent. Et mon dessin un peu mal fait, c'est de montrer à quel point, en fait, la pornographie, quand on la reconsidère comme une production culturelle, on s'aperçoit qu'elle n'est pas très différente qu'elle est traversée exactement par les mêmes questions et les mêmes influences qu'une autre production culturelle. Attends, excusez-moi, je me suis un peu perdue. Je voudrais juste m'attarder 2 secondes sur violence et sexisme. On a tendance à penser que le porno déverserait donc violence et sexisme dans la société. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut trouver dans certains discours médiatiques. Alors généralement, ils ne font pas de lien direct, mais ils disent « cette personne a agressé sexuellement, etc. » et ils regardaient de la pornographie. Si je prends un autre exemple, je peux prendre quelque chose d'un peu plus parlant pour essayer de remettre la pornographie dans le contexte social dans lequel elle est produite. Si une personne venait à commettre un meurtre après avoir vu une tragédie grecque, il n'y a personne qui irait mettre en cause la tragédie en disant c'est pas parce qu'il a regardé 1000 fois Oedipe qu'il a tué son père et qu'il a violé sa mère. Non, on se dirait bon, cette personne avait a priori un problème qui fait que
il a regardé à outrance Oedipe parce que ça répondait à quelque chose et que donc ensuite il a commis des actes qui sont en lien avec la tragédie grecque, mais c'est pas la faute de la tragédie grecque, c'est la personne en elle-même et dont cette culture, la production culturelle est venue nourrir sa vision du monde. Je développerai un petit peu plus aussi par la suite. Alors, pornographie et adolescence, j'ai aucune idée du temps que j'ai déjà mis pour ça. Il faudrait un petit peu accélérer, Ludivine, il est déjà... Je m'en... D'accord, il me reste donc 5 minutes, c'est ça? On nous propose un confinement un peu moins. Tantôt n'a pas dit son nom. D'accord, je vais essayer de faire vite. Alors, pornographie et adolescence, usage et pratique. Alors, pourquoi les ados consomment de la pornographie? Ils ont tout à fait conscience que ce soit un espace de réflexion et d'anticipation. D'ailleurs, quand on leur pose la question, ils vont majoritairement dire que pour eux, c'est un carburant du fantasme, se préparer à la sexualité, découvrir des pratiques et évidemment se masturber. Alors, est-ce qu'ils sont passifs face à la pornographie qu'ils consomment? Quand on leur pose la question, est-ce que les films pornographiques montrent des relations sexuelles? Ils sont 13% qu'ils aient déjà vu ou pas la pornographie à dire oui, la pornographie montre des relations sexuelles réalistes. Ce qui vient mettre en avant quand même qu'ils ont déjà un avis avant de voir ou de consommer de la pornographie. À la question « Pourquoi regardez-vous de la pornographie ?» Hop, je vais le passer. Alors, ils font preuve aussi de recul face à la pornographie. C'est ce que je vous disais, ils sont tout à fait conscients des préoccupations dont ils font l'objet. D'ailleurs, généralement, comme beaucoup d'internautes, ils cherchent activement la représentation explicite de la sexualité qu'ils veulent voir. Ils sont assez peu influencés directement. Je vais regarder tout ce qui se présente. Non, ils choisissent de la même façon qu'ils choisissent la musique qu'ils écoutent ou les séries qu'ils regardent. Donc, à la question, la pornographie est-elle misogyne? La pornographie, comme je vous le disais, elle est incorporée au système. Le système, la société produit déjà des objets misogynes. Donc la pornographie, en fait, elle est à l'image de la société dans laquelle elle est produite. Et de façon plus générale, la sexualité et les rapports hommes-femmes sont déjà présents en creux dans l'ensemble de la société. Et pour ça, j'ai pris des petits exemples sur Internet. Donc, par exemple, un body d'un garçon qui met je suis un futur Superman, et le body pour fille qui dit moi, je ne sors qu'avec des Superman. Donc, on pourrait parler aussi des jouets, on pourrait parler aussi de la littérature pour enfants. Donc, pendant que Chloé fait leur passage, eh bien, Gabin, lui, va s'amuser à faire de la Formule 1. Ça, c'est une publicité Dolce Gabbana où il y a une représentation de la sexualité extrêmement dominante avec la femme qui est soumise et qui se soumet au désir de l'homme sans problème. Ça, c'est une pub pour Fiat qui vante les capacités du coffre avec Berlusconi qui est très très fier de pouvoir mettre 3 femmes à l'arrière du coffre. Donc c'est une fausse pub qui est passée uniquement dans les festivals de pub, mais qui vient toujours montrer la chose. Donc ça, c'est un vrai match de football américain, mais de femmes. Le salon de l'auto et ses célèbres hôtesses, ça n'existe plus depuis quelques années, mais bon, les femmes servaient principalement à attirer les hommes. Si vous faites une recherche sur Google, images de infirmier, vous trouverez quelqu'un d'assez compétent. Si vous faites infirmière, vous trouverez en grande partie des petites tenues sexy. Alors, je vais essayer aussi d'aller très vite sur genre et pornographie. Hop, ça, on va passer. Alors, la pratique de consommation diffère selon le genre. Les filles, c'est moins important, moins fréquent et moins solitaire. Hop, je passe aux filles. Les filles, contrairement aux garçons, vont accéder au porn généralement par un tiers, 2 fois sur 3. Généralement, ça va être le petit copain d'ailleurs, hein, parce que comme elles ne sont pas censées s'intéresser à la sexualité, ou en tout cas que d'un point de vue conjugal, elles doivent accéder à la sexualité conjugale et amoureuse pour pouvoir accéder à la pornographie. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça reste majoritairement les parcours qu'on peut observer dans l'accès à la pornographie chez les filles. D'ailleurs, il y a peu de découvertes de la pornographie chez les filles avant le premier rapport hétérosexuel pénétratif. Ce qui s'inscrit clairement, la pornographie s'inscrit clairement dans une découverte genrée de la sexualité. L'accès à la pornographie pour les filles reste majoritairement empreint de honte, comme avant Internet. Et comme avant Internet, les garçons accèdent facilement à la pornographie.
Avant, c'était des VHS. Maintenant, c'est Internet. Donc, pour aller un peu plus loin, hop, je vais passer directement à la conclusion et les points importants à retenir. Donc, pour moi, ce que je vous expliquais, c'est que la consommation pornographique n'est pas la seule source de représentation et ou d'information sur les sexualités. L'ensemble des discours et des éducations qu'on présente aux ados, aux enfants, aux adultes, parlent déjà de sexualité. Et les jeunes aussi vont privilégie d'autres sources d'informations que la pornographie pour s'intéresser à la sexualité. Les pornographies s'inscrivent dans un ensemble de pratiques et de comportements genrés de la société. Elle est en quelque sorte le reflet. Mais j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est la princesse qui offre son cœur et sa sexualité en échange de la force et du courage du chevalier. On peut l'appliquer à la pornographie, on peut l'appliquer aux contes de fées, on peut l'appliquer à beaucoup de productions culturelles en fait. C'est un discours majoritairement présent. Les individus consomment des pornographies qui leur plaisent et les jeunes aussi. Ils ne sont pas complètement passifs et amorphes face à leur consommation. Et ensuite, un des points pour moi extrêmement importants, c'est donc de s'interroger sur les patterns de violence et de domination propres à la sexualité et pas uniquement à la pornographie. Merci, c'était fini. Merci beaucoup, Ludivine. Donc, comme expliqué précédemment, on enchaîne avec les 3 présentations les unes après les autres. Et ensuite, nous aurons une table ronde avec tout le monde. Donc, je passe la parole à Arnaud Zarbeau. Malheureusement, j'ai l'impression qu'Arnaud a un petit souci de connexion. Arnaud, tu nous entends? Ce sont les aléas. Je crois que Arnaud a un petit souci. On va le laisser, on espère qu'il va se reconnecter tout bientôt. Du coup, je passe la parole à Aritz Sanchez. Si tu es prêt, Aritz, nous t'écoutons. N'oublie pas, attention, n'oublie pas d'activer ton micro. Arnaud est de retour parmi nous. Le suspense est insoutenable. Oui, je suis là. Ah, ça va. Alors Arnaud, on ne te voyait plus, on t'entendait plus. On t'entend pas très bien par contre, effectivement. Ah, c'est étonnant parce que je suis avec... Est-ce que vous m'entendez bien? Là, c'est bon. Là, c'est bon, ok. Oui. Bon, alors du coup, revenons à notre plan initial. Arnaud, je te passe la parole. Merci. Non, Arnaud, je crois que la technologie n'est pas avec toi à cet instant précis. Du coup, je passe vraiment bien la parole à Aritz, s'il te plaît. Merci beaucoup de ta compréhension. Bon, bonjour, je suis Aritz Sanchez, militant chez Cluppy, TDS, donc travailleur du sexe. Je suis acteur porno et gigolo. On m'a demandé d'intervenir pour parler des réalités, de la réalité du porno, en dehors de ce que les gens pensent, mais vraiment de ce que nous, ceux qui sont dedans, vivons. Donc, on va essayer de répondre à un certain nombre d'interrogations communément posées, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que vraiment le porno? Le porno, c'est du spectacle. C'est des films, comme des films d'action, à part que le sujet n'est pas la violence, mais le sexe. Est-ce que les acteurs et les actrices porno sont obligés d'avoir des rapports ou des pratiques sexuelles? La question est complexe. Oui et non. Ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment de la production pour laquelle vous travaillez, des conditions de tournage. En règle générale, enfin, dans un monde idéal et dans les productions les plus professionnelles, les pratiques sont négociées, on va dire, à l'avance. C'est-à-dire que quand on arrive sur le tournage, on sait déjà quelles vont être les différentes pratiques qui vont être mises en scène. Il arrive hélas que de par la pression du réalisateur et ce genre de choses, pour des raisons de budget, on amène par différentes manipulations à des pratiques qui n'ont pas été convenues à l'avance, mais ça fait partie des différents problèmes, comme peut y en avoir d'autres dans d'autres milieux d'ailleurs. On peut aussi se poser la question, enfin on m'a aussi posé souvent la question de est-ce que quand on fait du porno, on prend vraiment, on fait pour le plaisir? De nouveau, réponse complexe. Oui et non, dirais-je. Oui et non, pour paraphraser quelqu'un de connu.
Le plaisir dans le porno n'est pas un but en soi. Il peut arriver, plus ou moins fréquemment, qu'on ait du plaisir, enfin qu'on ait des orgasmes, qu'il y ait de la jouissance sur le plateau, mais le but n'est pas d'avoir du plaisir, mais de montrer le plaisir. Un peu comme comme dans d'autres types de films, le but n'est pas de ressentir l'émotion, mais de montrer l'émotion. Il peut arriver en effet qu'on jouisse, mais c'est loin d'être obligatoire. Autre question qu'on me pose souvent aussi, enfin les différents trucs et astuces, enfin comment ça fonctionne, on va dire les effets spéciaux des tournages. Alors, on va commencer, on va diviser ça en plusieurs étapes. Parlons contraception. De nouveau, ça dépend de où tu vas tourner. Par exemple, en Europe et surtout en francophonie, donc France et Belgique, le préservatif est quasi systématique. En plus du fait que les actrices prennent la pilule, plus accès à la pilule du lendemain si jamais. Un autre truc, c'est que dans le milieu du porno, la plupart du temps, l'éjaculation masculine se fait à l'extérieur. On combine tout ça pour diminuer le risque les risques. Par contre, aux États-Unis, les préservatifs sont beaucoup moins admis, et donc là, c'est beaucoup plus sur le dos de l'actrice et de sa propre contraception. Est-ce qu'on prend de la drogue dans le porno? Est-ce qu'on prend de la drogue dans le showbiz? Oui, certains, non, d'autres. Pour prendre un autre sous-sujet, est-ce qu'on se drogue pour les performances dans le porno? Les professionnels, non. En fait, parce qu'il faut savoir que par exemple, on a ce fameux mythe du Viagra. En fait, le Viagra, c'est pas quelque chose qui va te donner l'érection, c'est quelque chose qui va faciliter l'érection. Si t'as pas d'excitation, t'as pas d'érection, Viagra ou pas. Il arrive dans certaines prods particulièrement exigeantes en termes on va dire de volume de production, que certains acteurs utilisent une injection à la base du sexe pour artificiellement avoir une érection. Ça fonctionne, mais sur le long terme, c'est destructeur. La plupart du temps, les acteurs en fait ont des trucs et astuces pour se mettre entre guillemets dans l'ambiance et avoir une érection sur commande. Le principe étant qu'un tournage pouvant se dérouler dans un délai de 4 à 8 heures, on te demande pas d'avoir ton érection pendant 8 heures. Le tout, c'est d'avoir ton érection au moment où on va tourner. Entre les prises, t'es pas obligé d'être en érection. Quelle autre question on pourrait se poser? La taille. Ça, c'est un truc, les jeunes se posent souvent cette question, la taille. Oui, il vaut mieux avoir une taille, on va dire, en dehors de la moyenne, en sachant que la moyenne n'est pas si élevée que ça. Je dirais que la grande moyenne des acteurs porno ont un sexe en érection entre 16 à 20 cm. Au-delà, c'est exceptionnel. Si ça a l'air tellement énorme, c'est aussi qu'il y a des jeux de caméra. Selon la manière dont on va poser la caméra, la taille va être accentuée par effet optique. Mais ouais, la plupart du temps, en fait, on n'a pas une taille particulièrement exceptionnelle. C'est juste qu'il faut une taille minimum, de nouveau, parce qu'il faut que la caméra voit l'action. C'est bêtement cette histoire de taille est bêtement une histoire de représentation, de nouveau. Si on ne voit pas l'action, ça perd de son intérêt. Logique, dirais-je. On m'a aussi posé souvent la question de la perméabilité des milieux. Donc, est-ce que les actrices ou les acteurs porno font de l'escorting? Ça va dépendre. Il faut avouer que depuis l'ubérisation des tournages, les cachets ont beaucoup diminué. C'est-à-dire qu'on gagne beaucoup moins bien sa vie dans le milieu du porno, et beaucoup de monde vont multiplier les sources de revenus, que ça soit par les OnlyFans, que ça soit par les prestations plus mainstream, en vendant des interviews à des choses comme Hanouna, voire pour certains et certaines, en effet, en passant par l'escorting et profitant de la notoriété donnée par le fait d'être actrice ou acteur porno.
le fantasme de coucher avec une actrice porno est quelque chose de très prégnant dans la société, et donc c'est on va dire un avantage compétitif sur la concurrence. Et à quelle autre question pourrais-je répondre? Oui, tiens, notre vie en dehors du porno, finalement. Le porno, c'est un travail. Pour la plupart d'entre nous, ça ne reste qu'un travail. On voit la scène dans cette bulle temporelle qu'est le travail. Et ça fait que notre vie à l'extérieur, finalement, elle est un peu comme la vie de tout le monde. On a notre couple, ça peut être plus difficile à cause de la jalousie que ça peut développer, mais finalement, nos difficultés relationnelles ne sont pas différentes de la difficulté relationnelle d'autres acteurs, d'autres milieux, dans le sens où ces autres acteurs vivent aussi des vies alternatives sur leur tournage. Ils doivent aussi simuler on va dire d'autres émotions, avec en plus le côté que des fois dans les tournages artistiques, ils doivent simuler des couples, des émotions, alors que nous on ne simule finalement que du sexe brut, sans émotion la plupart du temps. D'où la fameuse différence entre l'art et le porno. Voilà. Alors je sais qu'on est en live sur Twitch, donc et je sais que normalement il va y avoir une table ronde après. Je suis prêt à répondre à plein d'autres questions parce que je les connais pas toutes. C'est que comme je suis dedans, il y en a plein qui me passent par-dessus la tête parce que j'y réfléchis pas, vu que un peu comme on réfléchit pas à l'air qu'on respire. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre le plus honnêtement possible. Voilà. Attends, oui. Merci beaucoup, Aritz, pour ta présentation bien courte. Et du coup, c'est parfait parce qu'on revient dans le timing. Donc, c'est impeccable. Et on aura l'occasion de discuter après pendant la table ronde qui aura lieu à 10h20. Arnaud, je te passe la parole. J'ai l'impression que tes petits soucis de connexion se sont rétablis. Nous t'écoutons. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien du coup? C'est un peu faible, mais on t'entend et on te voit. Un peu faible. Ok, alors je vais partager mon micro, mon écran, voilà, espérons que ça fonctionne cette fois-ci. Voilà. Ok, est-ce que ça fonctionne comme ça? Alors, j'attends que Ben partage ton écran. Je crois que c'est en train de... On est en train d'ajuster, mais on t'écoute. Voilà, alors, moi je vais un peu aller un cran plus loin et en même temps être un peu redondant par rapport à ce qui a été dit, mais on va dire que je vais psychologiser le propos, voilà, sur la pornographie par rapport à ce que les deux précédents intervenants ont évoqué. Petit préambule, on est plein de préambules et de préliminaires si j'ose dire. Tout discours sur la sexualité est idéologiquement orienté. Je pense que c'est vraiment important de le pointer et je n'y échappe pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un discours complexe, un discours qui est fait vraiment de Arnaud, est-ce que tu sais mettre ta présentation en plein écran, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il faut le temps que ça se mette. Hein. Voilà. Alors, on m'entend toujours bien? On t'entend, mais là tu ne parles plus. Mais voilà, oui, mais j'ai eu un petit stress, voilà. Voilà. On t'entend et on voit bien en plein écran, merci. Voilà, donc petit rappel, la pornographie c'est une vieille chose, c'est pas nouveau, on a toujours tendance, on a parlé de VHS, c'est vénérable VHS tout à l'heure, mais la pornographie est un phénomène ancien qu'on a retrouvé dès que l'humanité a été capable de peinturer quelque chose sur une grotte. Et donc l'image de la sexualité, c'est un vieux partenaire, je dirais, de la vie intime de l'humanité et qui aujourd'hui se manifeste très intensément avec les outils numériques, mais qui est toujours été là, je dirais, en toile de fond. Ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est définir ce qu'est la pornographie, c'est un champ de mine parce que c'est une thématique qui est saturée d'enjeux. C'est difficile de faire la part entre ce qui est, je dirais, de la recherche et du militantisme, sachant que pornographie, c'est lié à la sexualité, donc c'est lié à l'intime, ça va véhiculer des constructs idéologiques, culturels, politiques, la place de la femme, la place du plaisir, la place du sexe. On est quand même héritier d'une société judéo-chrétienne et la notion de plaisir et de montrer le plaisir, c'est quelque chose avec lequel on a encore du mal.
Et donc, ça va découler aussi en termes de moralité. On est passé des agents de la moralité, les curés, les pasteurs, la loi, à des agents de ce qui est sain, ce qui est hygiénique, ce qui est bon, ce qui voilà. Toutes ces notions-là vont se confondre et vont se mélanger. Et maintenant, ce qu'on va appeler pathologique répond un peu à ce qu'on appelait quelque chose de dangereux ou de amoral ou voilà, voire d'hérétique. Il y a quelques temps, mais c'est pas si loin. Voilà. Et donc, toutes ces notions-là viennent se bousculer. Donc, quand on produit une notion de ce qu'est la pornographie, ça empêche d'avoir un débat serein la plupart du temps. On a parlé des porn studies tout à l'heure. Il faut savoir que les porn studies ont été conçus dans un contexte de ce qu'on appelle les porn wars, donc la guerre des études sur la pornographie dans les années 80, 90, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Pourquoi? Parce que tout ça était un lieu d'émulation et de grandes batailles, je dirais, conceptuelles sur comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la pornographie. Est-ce que c'est un discours? Est-ce que c'est un acte sexuel, la pornographie? Est-ce que c'est du vrai sexe, du faux sexe, etc. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, je pense que c'est important et c'est très bien qu'on ait quelqu'un qui soit du métier, si je puis dire, aujourd'hui, de différencier les conditions de production des conditions de réception. La pornographie est une industrie. Voilà, je pense qu'il ne faut pas le nier. Concrètement, ça veut dire conditions de travail, ça veut dire statut des employés, ça veut dire exploitation, régulation législative différentes selon les pays. Et donc, il y a tout un cortège de notions et d'ambiguïté et de fragilité qui sont explorées du point de vue des gens qui la pratiquent et qui la mettent en scène. Et ça, c'est des débats, j'ai envie de dire, qui sont d'un certain niveau. Et puis, il y a les conditions de réception, où il ne faudrait pas mélanger les enjeux de est-ce que c'est bien ou mal de produire de la pornographie, est-ce que c'est sain ou pas sain pour les gens qui participent, est-ce que ça pose des problèmes d'en regarder et qu'est-ce que ça suscite chez celui ou celle qui la regarde. Donc il faut un peu différencier les deux enjeux, je pense, même s'ils sont liés, pour essayer d'avoir une réflexion un peu plus complexe sur les enjeux de réception de la pornographie, parce que soyons clairs, quand on évoque ça avec les jeunes, c'est surtout de ce niveau-là qu'il s'agit, c'est les conditions de réception et qu'est-ce que ça crée chez celui qui regarde la pornographie. Alors on l'a déjà dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas une pornographie, il y a des pornographies. C'est un kaléidoscope de contenu qui est fait de différents goûts et désirs, ce qui est quelque part une bonne chose parce que ça traduit le fait que les gens ne cherchent pas tous la même chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qu'ils vont aller chercher des choses, j'y reviendrai après, mais qui leur correspondent. Au niveau scientifique et psychologique, il y a des milliers d'études sur la pornographie, mais ce qui est toujours fascinant avec ce thème-là, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Il y a vraiment de la contradiction en termes scientifiques et en termes, je dirais, même cliniques, parce que moi je parle du point de vue du psychologue, sur qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui est à risque, et voir qu'est-ce qui est positif. Ce qui est bizarre, c'est que la littérature scientifique explore peu le thème des ressources, mais va surtout se braquer sur le thème des difficultés et des dangers. Et en ça, elle correspond tout à fait au cadre culturel ambiant où on est centré sur le risque et sur les dangers. Alors, c'est difficile d'y voir clair. Pourquoi? Parce que les publications n'ont pas les mêmes méthodologies, elles ne se basent pas sur les mêmes paradigmes, c'est-à-dire les théories de base, elles ne visent pas le même public. Alors, quand on parle de porno et d'usagers, est-ce qu'on parle d'adultes? Est-ce qu'on parle d'ados? Est-ce qu'on parle de personnes qui ont déjà une vie sexuelle active et situation de couple ou pas? Tout ça, tous ces paramètres-là sont généralement peu évoqués, en tout cas peu mis comme facteur similaire pour reproduire les études et voir un peu ce qui se passe. Il n'y a pas non plus, parce que ça coûte cher en termes de sciences et d'études scientifiques, d'études longitudinales sur la longueur pour mesurer des effets. Et le cadre culturel, il peut interroger, la littérature scientifique est fort anglo-saxonne, elle est fort occidentale, et donc la sexualité de référence, elle est donc fort occidentale aussi. On l'interroge rarement par rapport à d'autres cultures. En tout cas, il n'y a pas assez d'infos à ce niveau-là. Et évidemment, c'est l'axe psychopathologique, c'est-à-dire l'axe qui évalue dans quelle mesure ça peut dégénérer en difficulté de santé mentale, qui est étudié. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, un biais systématique dans la littérature. On va explorer les problèmes que ça peut susciter, mais on ne se pose pas la question d'un usage dit normal. Alors, il y a des guillemets, c'est-à-dire un usage qui ne pose pas spécialement de problème. Pourquoi? Parce que tout ça est affaire
parfois d'idéologie des auteurs. C'est pas une question de mauvaise foi, de manipulation, c'est vraiment l'acteur scientifique qui va publier, qui va rechercher en matière de pornographie, il est avec des données qui sont surtout influencées par son mode de pensée. Alors là, c'est un petit résumé, je sais pas si j'ai encore du temps, par rapport à la théorie de la pornographie, de la psychanalyse aux neurosciences. Alors, la violence contenue dans la pornographie, elle fait l'objet d'un apprentissage, selon le concept, le paradigme de l'apprentissage, c'est-à-dire que on n'est plus dans la confusion entre le réel et le virtuel, mais on est bien dans un processus où les gens vont, soi-disant, en tout cas c'est dans cette théorie-là, être plus sensibles à des stimuli agressifs, voilà. Et ils seraient, in fine, désensibilisés aux situations de violence, parce que dans ce paradigme-là, les stéréotypes et les comportements de la pornographie seraient plutôt de nature agressive et de domination. Voilà, et donc ça désensibiliserait les gens au fait qu'en matière de sexualité, c'est ce genre de choses qui est normal, et surtout qu'on serait moins empathique vis-à-vis de la personne qui reçoit cette agressivité, cette violence. Voilà, c'est un courant. Voilà, c'est notamment le culte de la performance et de la soumission du partenaire, et ça véhiculerait donc à terme des stéréotypes. Le fameux paradigme de la catharsis, qui est lui très compliqué parce que il était fortement remis en cause, mais l'idée ce serait que la pornographie serait une espèce de lieu un peu, je dirais, à part pour se défouler symboliquement. C'est un espace autre pour la vie psychique où la personne pourrait assouvir des pulsions, des fantasmes qui seraient intolérables s'ils étaient agis dans le quotidien ou réalisables par ailleurs. Tout le monde n'a pas l'occasion dans ce quotidien d'avoir des rapports sexuels en combinaison d'infirmière, par exemple, ou en BDSM, parce que peut-être que le partenaire ou l'absence de partenaire rend ça impossible. Donc c'est une espèce de vie intérieure qui serait assouvie par rapport, je dirais, à la catharsis. Voilà, c'est un peu confus parce que, in fine, quand on va questionner ce paradigme-là, on a des difficultés à voir comment ça s'actualise en fait et comment est-ce qu'on peut le mesurer dans la vie des personnes. La pornographie, ça c'est peut-être intéressant, c'est que les usagers choisissent le contenu par rapport à leur fantasme et non l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les usagers ont déjà des scripts sexuels qu'ils vont essayer de choisir dans les contenus qu'ils vont identifier. Donc la sexualité dans la pornographie, c'est un contenu pour soi. Et ce qui fait peut-être par l'écart entre la fiction, la pornographie et le quotidien, c'est le fait que dans le porno, bah, c'est justement le côté fictionnel qu'on va aller chercher et le quotidien qui peut poser question. Est-ce qu'on voit toujours bien? Non, on ne voit plus, effectivement. Il y a un truc qui s'est passé, voilà. On voit Discord. Ok, mais ça va. Et jusqu'à présent, cette dia-là, vous la voyez? Oui? Ça, c'est bon. On voit bien fonction fantasmatique. Parfait. Ça va, ok. Désolé, mais comme j'avais pas de retour, j'ai eu un petit stress. Voilà, donc l'idée, c'est que dans le porno, il y a vraiment une fonction fantasmatique qui est allée à questionner. Et l'idée de fantasme est intéressante. Pourquoi? Parce que on sort du côté virtuel au réel, mais c'est vraiment du côté de l'imaginaire. C'est-à-dire que pour aller vraiment assouvir, je dirais, ces fantasmes, on va chercher des choses qui correspondent à des fantasmes qu'on avait déjà avant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pornographie, in fine, pour l'usager, ne peut avoir d'effet que parce qu'il a déjà des scripts fantasmatiques. Il a déjà une espèce d'imaginaire sexuel qui va déployer à travers les scripts du porno. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des kaléidoscopes de pornographie. C'est parce qu'on va chercher des scènes particulières, voire des morceaux de scènes particulières avec des cadres particuliers, des acteurs particuliers, parce que ça correspond à un truc qu'on a à l'intérieur de nous. Sinon, on serait tous attirés par les mêmes acteurs, les mêmes scènes et les mêmes plans. Mais voilà, les catégories sur les sites porno les plus connus montrent que c'est loin d'être le cas. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que c'est parce que c'est du faux, entre guillemets, que ça attire l'intérêt. Donc, c'est parce que c'est une mise en scène. Et que nous, humains, nous sommes assez friands de mise en scène parce que ça correspond à nos désirs.
et que ce désir va s'exprimer de manière plus ou moins consciente dans nos vies. Il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour ça, il suffit de se dire qu'il y a des parts de sa sexualité qu'on comprend mal, mais que la pornographie va être une espèce de menu dans lequel on va pouvoir sélectionner des choses, et que c'est le côté fictionnel et artificiel justement qui font de son intérêt, comme le cinéma, comme la fiction, comme la littérature. Tout le monde n'est pas attiré juste par des autobiographies ou des choses, je dirais, ancrées fortement dans le réel. Donc on a besoin aussi de cet imaginaire. D'ailleurs, il y a un dicton en psycho qui dit que si vous voulez tuer un fantasme, il suffit de le réaliser. Voilà. La pornographie, c'est un moyen commode d'arriver à des fantasmes. Alors, est-ce qu'il réduit ces fantasmes des stéréotypes? Je pense que c'est un questionnement circulaire qu'il faut avoir. On a des fantasmes parce qu'on est dans un contexte social particulier, dans une culture particulière, et qu'on a des expériences personnelles particulières. Alors, est-ce que la pornographie est dangereuse? Je pense que c'est une question mal posée. Je pense que la pornographie peut, dans certaines situations, amener certaines personnes à se retrouver coincées dans des usages problématiques. Et c'est pas la pornographie qui crée ça, c'est la personne qui, liée à son histoire personnelle, peut se retrouver dans des situations où, pour gérer différents aspects de sa vie, utilise la pornographie comme moyen principal de régulation émotionnelle ou de gestion du stress. Donc il y a beaucoup de fausses croyances en matière de sexualité, hein, quand vous parlez à des jeunes ou même à des adultes. Ces fausses croyances, elles sont déjà là avant que la pornographie entre en scène, je dirais, dans la vie des individus. Et ces fausses croyances ne sont pas imputables entièrement à la pornographie. Je veux dire, les théories sexuelles, comme par exemple les théories psychiques que sont les petits-enfants sur comment on fait des bébés, etc., il y a déjà des fausses croyances qui sont là et qui sont surtout partagées entre pairs, entre individus et dans une culture donnée. Sur les stéréotypes liés au genre, on a souvent dit que le côté domination masculine sur le féminin dans le porno était bien la preuve qu'il y avait des effets de stéréotypes. Ce à quoi certains chercheurs ont dit, oui, mais quand on regarde la pornographie homosexuelle, en fait, on retrouve les mêmes positions, les mêmes codes de domination entre personnes d'un même genre. Donc, est-ce qu'on est là face à une culture, je dirais, artistique, médiatique, avec des codes spécifiques, ou est-ce qu'on est là face à des stéréotypes de genre? Donc tout ça est mis vraiment en question, et si on analyse et qu'on contrôle tous les facteurs, l'effet médiatique de la pornographie, le poids qu'il a dans la vie des individus est tout à fait relatif. Et d'ailleurs, à ce jour, rien ne prouve que, comme facteur déterminant, la pornographie est un effet je dirais, durable dans les comportements sexuels des jeunes et des adultes. Arnaud, tu as dépassé de 2 petites minutes. Je vais vite finir juste pour dire que c'est pas parce qu'on tombe sur du porno de manière inadéquate que forcément ça va nous créer des traumatismes ou que ça va effracter notre psychisme, et que quand on parle d'ado ou d'adulte, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut respecter l'immaturité de la personne qui est en face de soi. Il faut pas forcément expliquer les choses avec les tout petits, voire les plus jeunes. Il faut juste dire que c'est des choses qu'ils comprendront par après, et qui concernent un âge un peu plus voilà, un peu plus mature. Voilà. Juste, je pense que par rapport à la pornographie, on a parlé de la honte. Je pense qu'en matière de sexualité, il est important de noter que tout le monde bricole, et que la honte n'est pas un vecteur d'apprentissage vers des comportements épanouissants, et donc en matière d'éducation à la vie affective et sexuelle, donc il faut aller vers le planning, hein, ils sont experts de cette matière-là. Il faut essayer de sortir de question de la honte et ne pas culpabiliser la personne qui regarde du porno avec un discours du style, mais tu sais, les gens sont exploités quand ils regardent du porno, c'est de la prostitution, là. Parce que, in fine, ça ne va rien permettre à la personne de se découvrir en matière de sexualité et de connaissance de soi, ça va juste le culpabiliser sur une pratique où il a eu du plaisir. Donc, responsabiliser n'est pas culpabiliser, et donc, faut éviter de se focaliser sur le risque et les dangers et ramener aux enjeux fondamentaux, qui est de c'est quoi l'amour, c'est quoi le plaisir, c'est quoi rencontrer l'autre, et c'est quoi connaître son propre corps et ses envies. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour vos 3 présentations qui étaient pour moi parfaitement complémentaires. On a quelques petites questions qui sont arrivées déjà sur Twitch que je vous relais. On a une question de Troglodoc. Question pour Aris Sanchez. Quelles sont les astuces pour bander sur commande? Je demande pour un ami LOL. Et je crois qu'il y a d'autres personnes sur le Twitch qui avaient des amis qui étaient un peu dans la même situation.
Harit, vous pouvez activer le micro, je vous en prie. Les trucs et astuces. En fait, chacun a ses trucs et astuces, c'est individuel. Il y en a. Je peux pas te donner un truc qui va te permettre magiquement d'avoir une érection. Je connais des acteurs qui se coupent carrément, enfin rentrent en état de méditation, c'est-à-dire qu'ils méditent avant la scène et ils font toute la scène sans littéralement la vivre directement. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font passe à travers le prisme de leur propre fantasme. Il y en a d'autres qui font du sport et sont capables, par un contrôle assez impressionnant de leur système cardiovasculaire, de faire hop, enfin un peu comme quelqu'un ferait ça y est, je suis fort. Ben eux c'est la même chose, mais au niveau du sexe, c'est impressionnant. Mais donc il n'y a pas de truc qui fonctionne. Il n'y a pas de truc magique en fait. Ça va dépendre de toi. Il faut que tu expérimentes sur qu'est-ce qui va te permettre à toi de développer ce mécanisme. C'est l'expérience. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait des acteurs porno à succès, il y en a peu. Merci. Question ensuite de Trénitro. Pourquoi il n'y a pas de recherche francophone ou européenne? Est-ce qu'il y a un GT d'une européenne? Je pense que c'était par rapport quand Arnaud a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de recherches plutôt anglophones, il me semble, ou américaines. Oui, il y a des recherches européennes. Je voudrais pas. C'est-à-dire que la littérature, comme souvent scientifique, il y a la masse de production est très anglo-saxonne, voire américaine. Maintenant, au Québec, il y a pas mal de choses aussi en francophonie. Il y a pas mal de choses en Belgique, en Suisse, en France. Non, il y a de la littérature. D'ailleurs, je vois ma collègue qui réagit, par caméra interposée. Elle me dit si, il y en a plein. Mais ce qu'il y a, c'est que massivement, la culture anglo-saxonne et la culture scientifique anglo-saxonne a un poids énorme dans la littérature scientifique. C'est plutôt ça qu'il faut préciser et que ça nous influe, nous, in fine, dans le continuum des chercheurs et des cliniciens. C'est ça qui a pignon sur rue, pour le dire comme ça. Peut-être que ma collègue va Merci Arnaud. Divine, tu veux compléter? Oui, effectivement, il y a des recherches françaises. J'invite moi, pour le coup. Et puis, moi, je suis surtout sur la consommation des jeunes et des jeunes filles, mais il y a aussi Florian Voros qui vient juste de sortir son livre sur Désiré comme un homme, qui est extrait de sa thèse. Il y a Mathieu Trackman en ce qui concerne la production pornographique. Il y a plusieurs noms français, mais effectivement, il y a quand même un gros poids des études anglo-saxonnes qui ont une répercussion sur les études aussi françaises qui vont se répondre l'une et l'autre. Mais comme les études françaises et anglo-saxonnes et occidentales en général, en sciences humaines et sociales, vont majoritairement se répondre, la French Touch aux États-Unis, l'école de Chicago en France, c'est des constants va-et-vient. Et donc non, il y a des études pornographiques dans différentes disciplines, aussi en France. Merci. On a une question de Troglodoc encore. Il n'y a pas de phénomène de mode? J'ai remarqué qu'à un moment, il y avait beaucoup de contenus incestueux qui avaient été mis en avant et je m'étais demandé si ça venait de la demande ou si c'était l'offre qui crée la demande. Et question subsidiaire de ma part, je trouvais ça assez intéressant qu'on dise que les gens, les utilisatrices ont-ils déjà un script? Mais du coup, la question aussi, c'est de savoir, et on ramène un petit peu à notre public, qui sont des personnes qui encadrent les jeunes. Mais en fait, quand on est jeune, est-ce qu'on sait déjà ce qui nous attire? Est-ce qu'on a déjà un script? Alors, je veux bien commencer à répondre, et Arnaud, si... Alors, ça fait beaucoup de questions. La première, sur les vidéos incestueuses. Bon, déjà, il faut savoir qu'en grande partie, ce ne sont pas vraiment des vidéos incestueuses, mais elles sont juste rescriptées. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une vidéo et vous allez lui donner 5 titres différents. Et un coup, ça va être le frère qui fait l'amour avec sa belle-sœur. Un coup, ça va être j'ai rencontré une inconnue dans la rue. Un coup, ça va être moi et ma petite copine. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est des choses un petit peu qui vont être rescriptées. Et j'ai pas l'impression, bon, c'est un peu du doigt mouillé parce qu'il n'y a pas eu à ma connaissance une recherche très précise sur les vidéos incestueuses, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau en fait. C'est quelque chose de l'ordre de la transgression et du tabou que les gens vont aller explorer. Et comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est aussi un espace d'exploration en fait, un espace de est-ce que ça m'excite ou est-ce que ça m'excite pas? Ah tiens, j'ai envie de voir, nanan. Et on ajoute à ça que la honte, pas toujours, mais en partie,
est une caisse de résonance de l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que on peut utiliser la honte comme une caisse de résonance et se dire « Ah tiens, en fait, ça va amplifier mon excitation et je vais aller l'explorer. » Et ta deuxième question, c'était sur « Est-ce qu'on sait déjà ce qui nous plaît ?» En grande partie, oui. En général, on sait déjà ce qui nous plaît. C'est pas on regarde et puis on va faire « Tiens, peut-être que ça va me plaire. » Non. S'il y a un contenu qui ne vous plaît pas, généralement, vous allez fermer les yeux. Ou alors, si vous restez enfermé les yeux, c'est que finalement, vous avez quand même envie de voir un petit peu ce que ça donne, etc. Mais on va dire que c'est assez rare quand même de regarder des trucs qui ne nous plaisent pas. Enfin, la majorité des gens, généralement, vont justement chercher des choses qui leur plaisent et vont continuer de les regarder parce que ça leur plaît. Et je vais rebondir sur un autre truc. Si jamais on va au musée tous et toutes ensemble, on va se mettre tous devant un tableau et on va pas ressentir la même chose parce qu'on a quelque chose qui va nous toucher, quelque chose qui va pas nous toucher. Pour la sexualité, c'est pareil. On a notre vécu, notre éducation, les discours dans lesquels on a été baigné ont formé une partie, et notre vécu, notre corporalité, ont formé une partie de notre grille d'analyse et de notre rapport au monde. On n'est pas des espèces d'éponges vierges de toutes choses qui absorberaient d'un seul coup. Et pour la pornographie et la sexualité, ça marche exactement de la même façon. Merci. Arnaud, envie d'ajouter des choses? Non, juste pour moi resituer sur le point de vue adolescentaire, même si évidemment on a des tendances et qu'on a déjà des goûts qui nous plaisent, je pense qu'il ne faut pas non plus précipiter du point de vue de l'éducateur au sens très très large par rapport aux ados. L'adolescence, c'est aussi se découvrir, c'est par essence une période d'immaturité, de découverte, d'apprentissage, et la sexualité, je pense qu'on découvre sur soi toute sa vie, on bricole avec sa sexualité. Et donc, même si on a des grandes tendances, oui, on peut apprendre des choses. On peut découvrir des choses qu'on ne savait pas sur soi-même. Ça, c'est un grand classique aussi. Sinon, les gens se découvriraient pas après, je sais pas, des tendances sexuelles qu'ils ne soupçonnaient pas. Et c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de parcours. Mais effectivement, on a souvent des scripts qui sont à bas bruit ou de manière un peu mal dégrossie, on va dire ça comme ça, bien présents là, et qu'il s'agit d'accompagner sans culpabiliser, tout à fait. Et sinon, pour en revenir par rapport à notamment la question sur l'inceste et ces vidéos d'inceste, il y a un autre truc qu'il faut se dire, c'est la vision que la société extérieure au porno va en avoir. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup des vidéos de l'inceste, il y en avait beaucoup. En fait, il n'y en avait pas plus qu'avant. C'est-à-dire que le porno fonctionne aussi beaucoup comme une industrie de niche. Tu as des compagnies spécialisées complètement sur les scénarios de type inceste, belle-mère, fils belle-mère, belle-sœur, beau-frère, tout ça. T'as les scénarios BDSM, t'as les scénarios MILF, t'as les scénarios sport, t'as les scénarios secrétaires, t'as les scénarios et t'as vraiment des niches. Et l'impression que le public extérieur en a, du volume produit, va dépendre aussi de comment en fait les médias autres vont servir de résonance. Il y a pas longtemps, il y a eu cette résonance sur les vidéos d'inceste, parce qu'il y a eu des gros problèmes liés là-dessus, mais il y en a jamais eu plus ou moins à un certain moment. C'est juste qu'à un certain moment, le public extérieur va se rendre compte qu'il y en a, on va beaucoup plus en parler et on va avoir cette fausse impression qu'il y a eu une augmentation du volume de production, alors que c'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'augmentation du volume de production. Merci pour vos trois réponses à ce sujet. Je passe à la question suivante. Des questions arrivent pas mal. C'est une question de Margot plutôt pour Arnaud. Quel est le rapport entre pornographie et alexithymie? Je ne sais pas ce que c'est que l'alexithymie. Eh bien, écoutez, ça fera sympa dans le Scrabble. L'alexithymie, en fait, c'est une difficulté à identifier et à reconnaître et donc, in fine, à réguler des émotions. On trouve ça chez certaines personnes, notamment chez certains ados qui, on passe par des phases comme ça quand on grandit. C'est-à-dire c'est comme les jeunes filles qui disent qu'elles ont mal au ventre parce qu'elles ne savent pas très bien ce qu'elles vont, ou les garçons qui font la gueule. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça où les émotions sont un peu brutes et donc symboliser, mettre des mots sur ce qu'on ressent, affiner, mettre des nuances, c'est quelque chose qui est encore au travail. Et bien chez certaines personnes que j'ai eues par exemple en consultation,
qui étaient dans des usages compulsifs de pornographie. Et en fait, ce que j'ai pu observer, enfin, c'est pas que moi, hein, mais ça correspond à la littérature, c'est que la pornographie vient agir comme un régulateur émotionnel. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je suis très stressé, je vais passer à une conférence sur Twitch, etc. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais peut-être me masturber sur un porno juste avant, histoire de quoi? De faire diminuer une tension, ou j'ai un entretien d'embauche, ou je vais avoir un rapport sexuel avec mon amoureuse ou mon amoureux. Voilà. Ça vient comme un régulateur émotionnel, que l'émotion soit positive ou négative. C'est vraiment important de le noter. C'est quoi? C'est vraiment la difficulté à gérer l'intensité émotionnelle et à gérer le fait qu'on a un afflux émotionnel et qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors, c'est souvent lié au fait que les personnes ont vécu des choses douloureuses ou en rapport à l'émotion, aux affects, qu'elles ont dû se protéger. Et il se fait qu'elles se retrouvent coincées dans une boucle comme ça où la pornographie devient leur moyen privilégié pour réguler. Où elles se sentent en insécurité dès qu'elles passent une espèce de zone comme ça, contrôle, où elles ressentent pas grand-chose. Voilà. Et donc, je précise aussi que les personnes qui ont des usages problématiques de pornographie ne sont pas forcément, et c'est loin d'être le cas, des personnes qui ne sont pas en couple. Donc, usage problématique de pornographie et célibat sont des choses qui ne sont pas forcément liées. C'est loin d'être le cas. Donc, par rapport à ça. On a plein de super questions qui arrivent. Il nous reste 10 minutes. Donc, je vous coupe parce qu'en fait, il y a des choses vraiment très intéressantes. J'ai vu que Ludivine voulait réagir, juste par rapport à ça. Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, on pense peu la pornographie comme une pratique assez générale. Donc, en tant que régulation des émotions, oui, il y en a qui font du tennis, ou il y en a qui font du jonglage, il y en a qui font une séance de yoga, etc. Mais comme les recherches scientifiques, en fait, s'acharnent, entre guillemets, désolé, c'est un peu le mot, à voir la pornographie comme quelque chose de très spécifique et très à part, on la réincorpore jamais dans les carrières et dans les pratiques plus générales. Mais voilà, ça peut être un outil de régulation de l'émotion, mais comme beaucoup d'autres pratiques. Voilà, c'était juste un petit point méthodologique. Ça pourrait être très intéressant de regarder depuis qu'on est confiné et qu'on doit tout faire en ligne, s'il y a une augmentation, bien sûr. Une augmentation d'usage de différents loisirs en ligne. Donc ça pourrait être intéressant. Dont la pornographie. Compléter? Oui, parce que la pornographie, in fine, ce qu'on dit jamais quand on dit porno, mais qui est là tout le temps, c'est la masturbation, en fait. Et c'est la masturbation qui est le régulateur émotionnel. On s'ennuie, on est stressé, etc. On sait que pendant les périodes de bloc, pendant les périodes on ne sait pas très bien quoi faire, c'est un régulateur de l'ennui, c'est un régulateur de plein mal de choses. Et c'est pas une mauvaise chose, soyons clairs. Hein. Donc, mais dans certains cas vraiment problématiques, ça peut répondre à des difficultés qui sont d'ordre émotionnel. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais l'exprimer. Merci. Alors, il y a une question de Jivilap. On a très peu parlé de consentement et c'est dommage que vous avez oublié d'inviter une actrice porno, mais c'est évident que le porno est une des technologies de genre. Les différents types de porno véhiculent différentes notions sur le sexisme, sur le machisme, sur le consentement. Est-ce qu'il y a en Belgique des professionnels du porno qui prennent la défense d'un porno éthique et féministe? Alors, je ne vous la pose pas directement cette question, mais je vais y répondre. On a cherché à avoir une actrice pornographique. On a cherché à avoir des personnes plutôt belges dans la mesure du possible également. Et en fait, ça fera probablement l'objet d'un autre colloque. De parler de questions de genre et de pornographie. Alors, je ne sais pas si cette personne participe à l'atelier de cet après-midi qui sera donné par Action Média Jeune. Je pense que c'est l'atelier 5. Et Crible travaille également sur un atelier genre et pornographie en collaboration avec Action Média Jeune. Donc, je skippe un petit peu cette question. Je présente mes excuses à la personne parce que voilà, on a essayé, sachez, et on s'est dit c'est pas grave, on organisera un autre colloque et puis on fera une sous-thématique de la pornographie à chaque colloque. Question pour Ludivine de Sophie de Oyes. Peux-tu revenir sur l'approche genrée de la porno chez les ados? Quelles sont les spécificités, similitudes de consommation de porno des jeunes filles ou des jeunes garçons? Alors, on a deux façons de voir ça. Donc d'abord, je vais le faire de façon très zoomée. Donc les filles n'ont pas les mêmes carrières d'accès à la pornographie. Donc généralement, ça va être après le premier rapport hétérosexuel pénétratif. Ça va être généralement à partir de quelqu'un, généralement le petit copain, parce qu'il n'y a pas d'accès à la pornographie seul, parce qu'il y a une honte très forte. Et ça va être un peu plus dans une optique d'exploration et de découverte et non de masturbation. Et si je dézoome, c'est une approche genrée à la sexualité.
Donc tout à l'heure, Arnaud, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait cité en bas un article de Michel Boson qui est hyper intéressant, qui est l'autonomie sexuelle des jeunes, panique morale des adultes avec le garçon sans frein et la fille responsable, où il explique en gros qu'il y a des échanges, c'est un merveilleux article vraiment, il y a des échanges assez spécifiques et qui sont liés à la construction de genre de la sexualité. Donc je vais le faire très rapidement, mais les filles n'ont le droit d'accéder à la sexualité que dans un contexte amoureux, conjugal et majoritairement hétérosexuel. Et elles accèdent à la pornographie. Et dans le silence, évidemment. Et elles accèdent à la pornographie exactement de la même façon, en fait. C'est-à-dire à l'aide de quelqu'un d'autre. Et ça va toujours être quelque chose de tourné vers l'autre. Dans la dernière grande enquête sur la sexualité des Français qui est parue en 2008 sous la direction de Boson et Bajos, il y a une question. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels? Non. Quelle est la raison de votre première fois sexuelle? Qu'est-ce qui vous a motivé? Les garçons vont majoritairement répondre nouvelle expérience, découverte, voilà, quelque chose plutôt de tourner vers soi, donc la construction de leur masculinité. Les filles, elles vont répondre majoritairement comme la manifestation de leur amour, comme quelque chose qui permet de les rapprocher, comme l'illustration de la conjugalité, etc. Donc quelque chose de tourné un peu plus vers le couple et un peu moins vers elle. Je pourrais vous reprendre tout un tas de trucs qui montrent en gros qu'on apprend aux garçons à la sexualité, c'est quelque chose qui vient les nourrir, et la sexualité des filles doit être tournée vers l'autre, doit être tournée vers les garçons et l'hétérosexualité. Et en fait, elles vont consommer la pornographie à peu près de la même façon. Beaucoup vont consommer, pas toutes, hein, mais une large partie, beaucoup plus par rapport que les garçons, par exemple, pour découvrir ce qu'est la sexualité, découvrir ce qui pourrait faire plaisir à leur partenaire. Et les garçons vont un peu moins se poser la question sur ce qui va faire plaisir à leur partenaire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que eux doivent faire, et en incorporant plus de plaisir. Et voilà, donc en fait, il faudrait plus parler de sociologie de la sexualité pour comprendre en fait les pratiques et usages de la pornographie. Merci Ludivine. Alors, il y a une question pour Aritz de Jessica Jibewe. Qu'est-ce qui pousse à se tourner vers ce job? De nouveau, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui commencent déjà à avoir une sexualité, on va dire, libérée, hein, libertin et autres, et qui décident de tenter l'expérience par curiosité, et qui se rendent compte qu'en fait c'est quelque chose qui va un métier qui va leur plaire, qui leur permet d'allier deux aspects de leur vie. Donc gagner de l'argent et faire quelque chose qui leur plaît. D'autres personnes vont y aller juste parce qu'elles ont, par exemple, pas de formation ou peu de formation, et que elles ont eu une opportunité et qu'elles se sont dit que c'était un accès facile à un moyen de subsistance. D'autres vont le faire par passion. Un peu pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des gens qui défendent la scène queer oui, il y a une pornographie éthique et queer en francophonie. Alors en Belgique, oui, mais il faut savoir que la production pornographique belge est quasi inexistante. On doit avoir 3 maisons de production ou 4 grands maximum. Et encore, quand je parle de maisons de production, c'est un bien grand mot, hein. Donc dire que en Belgique il n'y a pas de scène éthique et queer, c'est faux. C'est juste que la scène porno est francophone est principalement basée en France. Et oui, il y en a une. Et donc il y a aussi des gens qui vont le faire par militantisme, qui vont se lancer dans le porno pour des questions de militantisme, pour des questions de représentation de genre, lutter contre la représentation justement hétéronormée de la sexualité, etc. Donc, des raisons pour entrer dans le porno, il y en a plein, quasi autant qu'il y a de personnes dans le porno. Merci beaucoup. Il me semble avoir vu sur le chat qu'à un moment donné, quelqu'un parlait du fait qu'il y avait des comités, qu'il y avait des personnes très actives vers un porno féministe en Belgique francophone, je ne retrouve plus. Il nous reste 2 petites minutes et j'ai encore une petite question. Ah oui, voilà ça. Il existe donc de Igo Nextra, il existe une vraie scène porno féministe et queer en Belgique qui circule pour l'instant majoritairement en festival. Merci pour cet apport. Sur la question des trends, est-ce qu'il n'y a pas une influence des algorithmes également? On parle de vidéos incestes dans le mainstream, le volume de recherche augmente et donc l'algorithme en propose plus facilement.
nous, en tout cas, dans nos animations sur les réseaux sociaux et de manière générale, que ce soit sur YouTube ou Tumblr, etc., on en parle avec Action Média Jeune également, le fait qu'effectivement, les algorithmes prennent en compte vos choix et vont vous proposer des contenus similaires, d'où l'intérêt parfois de vider son cache ou de vider l'historique. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? Je pense que tu en as dit une majorité. Alors, juste pour recontextualiser, je travaille aussi sur les usages et les pratiques d'Internet. Les algorithmes, ils sont aussi influencés par ce que vous faites. Donc, si ils vous proposent des choses, c'est aussi parce qu'ils pensent que ça se rapproche de vos pratiques et que, en fait, ils trouvent que, par exemple, vous consultez un produit A et que la majorité des gens qui ont consulté ce produit A consultent aussi le produit Z et Y. Et donc, il se dit que probablement ça va vous intéresser. Donc, les algos ont une influence, mais vous avez une influence aussi sur les algos. C'est quelque chose de co-construit. C'est pas un truc de causalité directe, immédiate et complètement subi, on va dire. C'est vraiment une co-construction. Je voulais juste revenir, si je peux, sur ce que disait Ludivine, que je trouve vraiment intéressant par rapport aux effets genrés. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'acteurs porno et de littérature porno qui a dit que pour une fois dans l'humanité, les filles, les femmes, pouvaient avoir des rapports sexuels, regarder des rapports sexuels sans qu'on les oblige à être dans un contexte amoureux et conjugal. Et donc certains mouvements féministes vont se revendiquer de la pornographie féminine en disant mais il n'y a pas besoin d'une pornographie spécialement pour les femmes, c'est juste pour une fois, on n'est pas obligé d'être dans un truc amoureux, machin, tourné vers l'autre. Donc c'est peut-être assez récent dans l'histoire de l'humanité occidentale que la femme puisse avoir du rapport sexuel pour le rapport sexuel et qu'on ne la juge pas là-dessus. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut aussi le préciser dans l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons, c'est-à-dire que chacun peut avoir du plaisir pour soi et que la pornographie c'est avant tout un plaisir pour soi et qu'on y a le droit. Voilà, je pense qu'il faut être un peu zen avec ça par rapport à ça. Juste petit détail, mais qui me paraît quand même important dans l'éducation. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on a terminé cette première table ronde. Je peux la synthétiser en quelques petits éléments. On a déterminé que la pornographie n'était pas un art, en tout cas pas un art légitime selon la normativité de nos sociétés, que la pornographie c'était un spectacle, une industrie qui était championne de la com. Il me semble avoir lu quelque part que je crois que les tubes ont vraiment mis en place tous les éléments technologiques de base qui ont pu préfigurer à l'installation de serveurs informatiques de grande taille. Et que la pornographie est un reflet de notre société et donc reflète également les violences qui sont spécifiques au sexe et au rapport de genre dans notre société. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Nous faisons une petite pause de quelques minutes et nous retrouverons juste après la pause, donc il est 47, on se retrouve à 57, nous retrouverons Bethel Mabille qui est une militante queer féministe et décoloniale, Olivier Mageren qui est passionné par l'humain, la vie, la vitalité, les relations, la sexualité et qui a créé le Love Health Center à Bruxelles, et ainsi que Camille Warnier qui travaille au chef et psychologue de terrain. Merci beaucoup à tous les trois et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.